Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation et de reconversion. Justement, Julien a osé changer de vie après 10 ans passés dans l'industrie automobile. Et plutôt que d'y faire carrière et de grimper dans l'échelle sociale, il a décidé de retourner sur les bancs de l'école pour devenir ébéniste. Il viendra nous raconter son parcours. Une grande partie des offres d'emploi ne passe pas par les petites annonces. Pour atteindre ce marché caché, il y a une solution, la candidature spontanée. Arthur Perticos nous en donnera les clés. Technicien d'usinage, c'est un métier très demandé. L'industrie peine pourtant à recruter et cette profession peut être une vraie passion. C'est le cas pour Grégory qui usine des pièces pour la fusée Ariane comme pour la construction automobile. Accompagner les réfugiés dans leur parcours d'insertion professionnelle, c'est le quotidien des membres de l'association Codico. L'objectif, faciliter leur démarche dans leur nouveau pays d'adoption grâce à un parrainage solidaire. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail, c'est le magazine de l'emploi. Cette semaine, notre road trip dans les territoires de l'emploi nous emmène en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément au cœur de la terre des gastronomes, le Périgord. Il y a des noms comme ça qui évoquent les saveurs, le bon vivre et le bien manger, mais avouons-le, côté entreprise, économie ou emploi, le paysage nous est un peu moins familier. On va le découvrir en détail maintenant, direction Périgueux. Bienvenue dans le Périgord. Aujourd'hui, notre aventure commence au cœur de la Dordogne. Pour ceux qui l'ignorent, Périgueux, c'est ici. La Dordogne est avant tout connue pour ses paysages champêtres et les grottes de Lascaux qui attirent chaque année des millions de touristes. Pour savoir ce qui se trame dans le secteur du travail, direction la maison de l'emploi du Grand Périgueux. Un secteur d'activité vraiment phare, principal de notre territoire, c'est l'agroalimentaire. Voilà. Donc vous avez des belles entreprises pour la production du foie gras. On a un institut qui s'appelle l'Institut du goût qui travaille beaucoup sur le développement et la R&D, la recherche et développement, dans ce domaine-là. Alors, deuxième secteur phare ici en Dordogne, c'est la filière bois. De l'entreprise qui fabrique de granulés, du bois de chauffage. Il y a aussi la filière cuir avec les éleveurs. Donc, on a un centre de formation sur les métiers de cuir qui est à Thiviers. Dans ce territoire rural, travailler signifie se déplacer, parfois très loin. La difficulté, c'est la mobilité. C'est comment aujourd'hui dire à notre public qu'il va falloir travailler à, je ne sais pas, à 3/4 d'heure d'ici et faire l'aller-retour matin et soir. On a bien sûr des dispositifs pour accompagner, pour aider, pour former au passage d'un permis de conduire. D'autres aides sont également proposées, notamment dans l'entrepreneuriat. Il y a des initiatives aujourd'hui qui sont portées par les collectivités. Je cite à titre d'exemple la Fabrique à entreprendre. C'est d'aller aider les personnes créateurs d'activités dans les quartiers politiques de la ville pour les accompagner jusqu'à l'aboutissement de leur projet. Donc parfois on a des jeunes, des moins jeunes, des seniors même, qui veulent créer une activité. On va accompagner pour dire votre projet est bon, ou il manque ça, ou il faut rajouter tel volet, il faut se préparer de telle façon, il faut contacter un tel, etc. Vous l'avez compris, si les secteurs traditionnels recrutent toujours, en Dordogne, de nouveaux talents ont émergé. Direction Notre-Dame de Sanilac, à 15 minutes en voiture de Périgueux, pour aller à la rencontre de l'entreprise d'ingénierie Odetech. Nous concevons tout ce qui est béton, charpente métal, charpente bois, chauffage, ventilation, électricité, plomberie, grande cuisine, des bâtiments publics, principalement des collèges, hôpitaux, maisons de retraite. On a une agence à Bordeaux, une agence à Agen, une agence à Brive et une petite antenne à Bergerac. Alors l'histoire d'Odetech a commencé il y a 11 ans
avec un ami d'enfance, Fabrice Aulagnier, donc le cofondateur. On a commencé dans mon garage et lorsqu'on a été 8 dans mon garage, là mon épouse m'a dit stop, là il faut aller dehors. Pour pallier le manque d'attractivité, l'entreprise a plus d'un tour dans son sac. On a fait construire un bâtiment sur la parcelle d'à côté qui nous sert aujourd'hui de campus pour pouvoir accueillir en fait certains étudiants quand ils viennent en stage pour pouvoir les héberger gratuitement. Donc aujourd'hui nous sommes 7 associés qui gèrent l'ensemble du groupe ODTech. L'associé qui est sur Bordeaux est arrivé chez nous il y a 10 ans stagiaire. L'entreprise cultive une politique d'entraide permanente avec ses collaborateurs. Donc quand on reçoit des plans vierges de l'architecte, et des fois c'est pas facile de se dire comment je vais faire ma technique. Donc on crée une séance de créativité avec d'autres copains du bureau et chacun il va de sa petite technique et aide l'autre à concevoir le projet. Un esprit d'équipe qui s'illustre aussi dans des moments de détente. On a une petite équipe de foot où on a des maillots à notre effigie et puis on a des petits tournois de foot en salle. On fait des événements sportifs, des courses à pied pour la lutte contre le cancer, pour les 10 km du canal qui sont un événement sportif à Périgueux qui regroupe 2000 coureurs. Pour résumer, sachez qu'ODTech recrute dans l'ensemble de ses agences en Nouvelle-Aquitaine, mais qu'elle recherche des profils bien précis en Dordogne. Nous avons un poste de chargé d'études électricité, nous avons un poste de chargé d'études chauffage, un dessinateur projeteur béton et pour finir nous avons un économiste de la construction à pourvoir sur l'agence de Périgueux. Nous continuons notre parcours à travers la Dordogne à la rencontre d'entreprises qui innovent. Prochaine étape, Brantôme. Ici, l'entreprise Fibots fabrique des robots pas tout à fait comme les autres. C'est 2 ingénieurs passionnés de robotique qui ont décidé de se lancer et de mettre au point un robot de balayage connecté, 100% autonome. Avec une autonomie de plusieurs heures, ce robot nettoyeur de 250 kg balaie des espaces allant de l'aéroport aux grandes surfaces de magasins. Le robot, il est 100% connecté. Ça veut dire qu'il a une base de charge et il a une base pour pouvoir décharger en fait la poussière en autonomie. On garde la main, nous, sur nos robots, si il est bloqué ou si il a un problème pour se déplacer. Pour faire partie de l'aventure, une première expérience dans la production est nécessaire. D'ailleurs, l'usine de fabrication s'est installée dans ce territoire en 2017 pour une raison bien précise. Je me suis aperçu que les Périgourdins sont tenaces et appliqués, surtout quand on est sur un projet à forte valeur ajoutée ou avec du savoir-faire. Ils lâchent pas. Les gens, ils ont fabriqué leur poste de travail. Ils sont fiers d'être dans l'équipe. Ils sont fiers d'arriver à produire un robot à haute valeur ajoutée. Il est également possible d'exercer sa passion de la robotique sur le site parisien. Il y a une passerelle entre la production et le développement entre les 2 sites, à terme, si les personnes sont mobiles. Donc c'est plutôt de l'ouverture qu'on propose. Résumons, l'entreprise recherche actuellement des techniciens robotiques spécialisés dans la mécanique, l'électronique et l'électrique. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Acronymes, abréviations ou expressions nébuleuses, le b.a.-ba de l'emploi s'exprime parfois en termes compliqués. Pour les décoder, il y a CQFD, une petite minute pour tout comprendre. Top chrono. CQFD, ce qu'il faut décoder. Les relations ne sont pas au mieux avec votre employeur, vous ne vous sentez plus à votre place dans cette entreprise et si vous envisagiez une rupture conventionnelle. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? La rupture conventionnelle permet de mettre fin à votre CDI en accord avec votre employeur. C'est le seul mode de rupture du contrat de travail à l'amiable. Un ou plusieurs entretiens vont vous permettre de définir ensemble ces conditions, la date à laquelle elle sera effective, le préavis à effectuer ou non et le montant de l'indemnité à laquelle vous avez droit. Négocier, c'est compliqué, mais vous pouvez être assisté par un autre salarié, par un représentant du personnel ou encore par un conseiller du salarié. Ce conseiller bien particulier, bénévole, est à choisir sur une liste établie au niveau de votre département par la DIRECT, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est aussi la DIRECT qui va homologuer votre rupture conventionnelle, si ces termes correspondent aux conditions imposées par la loi. Car en cas de vice de consentement ou d'indemnité inférieure au minimum légal, l'homologation peut être refusée.
Et si le salarié établit que son consentement n'était pas libre, dans un contexte de harcèlement moral par exemple, la rupture conventionnelle peut même être annulée par un juge. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes libre comme l'air à la date convenue entre les deux parties. Et si vous remplissez les conditions pour en bénéficier, vous avez même droit aux allocations chômage. C'est QFD. Julien a 37 ans. Après avoir exercé 10 ans le métier de commercial dans le secteur automobile, il a choisi de s'installer comme ébéniste. La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de ces reconversions inattendues, de ces cadres qui retournent au métier manuel, qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains. Et avouons-le, ça nous fait un peu rêver aussi. On a envie parfois de plaquer ordi, hiérarchie et pour certains paris, et on s'imagine ouvrir un bar à vin ou encore faire de la céramique. Alors est-ce vraiment le rêve? On va le demander à Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Vous dites vous-même, hein, cette reconversion, elle fait un peu cliché. Alors c'est le rêve? Oui, c'est le rêve. Oui. Après avoir passé pas mal de temps dans l'industrie automobile, aujourd'hui j'ai une vie d'atelier. Je suis derrière l'établi, je travaille avec un ami, donc c'est très agréable. Les gens, contrairement à d'autres métiers, ont vraiment des yeux qui brillent un peu quand ils pensent à l'ébénisterie. Moi, j'avais fait un stage chez mon ami avant, une petite semaine, pour vérifier que, ça m'intéressait vraiment, et voir le quotidien du métier, parce que on rêve de ce métier, on rêve de plein de métiers, mais quand on va vraiment voir ce qui se passe, on se rend compte que c'est quand même pas si idyllique qu'on peut le dire. Quand vous avez décidé de quitter votre ancienne entreprise, parce que vous étiez acheteur, c'est ça, dans l'industrie automobile. Ouais. Comment est-ce que ça a mûri? Parce que c'est quand même diamétralement opposé, on est d'accord? Complètement. C'est pas venu du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, je ferais un métier qui sortirait des sentiers battus, qui serait soit artistique, soit manuel, ou probablement les deux. Et mes amis, c'est surtout mes amis qui, depuis pas mal d'années, m'ont dit, mais à un moment donné, il faut que tu enclenches le processus et que tu démarres cette formation et que tu changes de métier. Vous êtes resté combien de temps dans le secteur automobile? 10 ans. 10 ans. Et quand vous y étiez, vous saviez déjà que c'était provisoire. Comment vous l'expliquez, ça? On fait un métier, surtout notre génération, j'ai le sentiment qu'on a fait des études, fait un métier qui correspondait, alors peut-être à ce qu'on aimait, mais beaucoup à une idée de ce que la société ou ce que l'éducation voulait qu'on fasse. Papa est plutôt ingénieur, donc voilà, il fallait plutôt être ingénieur. C'était un peu ça l'idée, donc ça prend énormément de temps de se décider parce que c'est une prise de risque financière, c'est une prise de risque sociale, c'est une prise de risque familiale. Donc il faut un peu de courage, il faut un peu de folie et puis il ne faut pas trop raisonner. Vous aviez déjà des prédispositions pour ce métier? C'est mes parents qui m'ont toujours éveillé au côté patrimoine, puisqu'ils faisaient partie d'associations de restauration du patrimoine. On a toujours beaucoup bricolé à la maison, on a restauré une vieille maison de famille. Moi j'ai toujours vu maman bricoler dans son... Alors elle n'avait pas d'atelier, mais dans un coin de la maison. Et moi ça m'a toujours fait rêver, j'ai toujours aimé ces ambiances-là. Alors comment ça s'est passé quand vous êtes allé voir votre employeur et vous lui avez dit j'arrête, je voudrais devenir ébéniste? Ma direction connaissait mes aptitudes pour les métiers de restauration et mes envies. Donc, ils n'ont pas été complètement surpris, mais ça a été quand même un peu brutal parce qu'il y avait plutôt un plan de carrière tout tracé dans cette compagnie. Vous étiez un bon élément? Oui, je pense qu'on peut dire que j'étais plutôt un bon élément. Ça a été radical pour eux, mais ils l'ont très bien accepté. Et vous êtes parti comment? Vous avez fait une rupture conventionnelle? J'ai fait une rupture conventionnelle. Et ma direction a tout à fait accepté cette rupture. J'ai même pas eu à négocier, donc ça a été une bonne surprise. Et ce qui m'a permis, pendant 2 ans, de pouvoir me former. Comment on devient ébéniste? Alors, on retourne sur les bancs de l'école, on passe un CAP. J'ai passé mon CAP au sein de l'école Boulle via l'organisme du Greta CDMA qui dispense des formations pour adultes. Il y a un test d'entrée et un entretien pour valider qu'on ne se fait pas une fausse image du métier et pour voir si on a quelques aptitudes de dessin, de compréhension dans l'espace d'un objet. On doit être entre 150 et 200 personnes chaque année à essayer d'intégrer cette formation. Pour combien de sélectionnés? On est 36 à peu près, entre 30 et 36. Et je m'étais dit, si je ne le fais pas maintenant, moi j'ai 37 ans aujourd'hui, après ce sera trop tard. Parce que comme c'est physique, il faut un petit peu de courage et se dire j'ai encore un peu d'énergie, je peux essayer. Donc beaucoup de gens découvrent en formation au bout de 2-3 mois que c'est pas juste un métier d'art, c'est un métier d'art, mais c'est un métier physique.
Ça veut dire que vous portez aussi des choses? On porte des meubles en permanence, parce que nous on a un tout petit atelier, donc quand on a un meuble à restaurer, je fais beaucoup de restauration de mobiliers anciens, il faut enlever la commode, mettre le bureau à la place, etc. etc. Donc c'est un Tetris permanent. Donc oui, et puis on va livrer des clients qui ne sont pas forcément au premier étage, qui n'ont pas forcément d'ascenseur. Donc ça arrive de porter des armoires au 5e étage, donc c'est très physique. Dans l'image collective qu'on se fait du métier, on se voit derrière un petit établi à faire des petites choses très créatives. Il ne faut pas oublier qu'on est debout toute la journée et que c'est un métier qui est très physique. Quel bilan vous tirez de cette reconversion? Très positif. Moi, je suis très content de ma reconversion. Aujourd'hui, je ne changerai pas du tout. Je ne reviendrai pas en arrière. Même pour le différentiel au niveau de la rémunération? Alors voilà, après, il y a des contraintes qu'il faut accepter. C'est qu'on est beaucoup plus fatigué. Donc il faut trouver des temps pour se reposer. Et financièrement, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Et ça, c'est mon challenge à partir de maintenant. Et le nerf de la guerre, malheureusement, même dans les métiers artisanaux ou d'art, c'est l'argent. Il faut être assez discipliné. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi peut-être un peu après. En tant que salarié, on n'a pas beaucoup de vision globale des choses. Là, on se lève le matin, il faut tout faire. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, une fois installé, je suis à ma place? Oui, alors j'ai envie de dire c'est un peu de tous les jours, mais j'ai un exemple. Je suis en train de travailler sur une petite coiffeuse Louis XV qui appartient à un de mes oncles, et de voir l'état dans lequel elle était avant, et là de la voir se réveiller, c'est juste magnifique. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Merci d'être venu nous voir. Merci. Arthur Perticose est hyperactif, multi-entrepreneur, start-upper et de bons conseils quand il s'agit de trouver un emploi. Et pour lui, une candidature spontanée, bien pensée et bien ciblée, c'est loin d'être du temps perdu. Il nous donne des clés pour l'optimiser. Aujourd'hui, 70% des offres ne passent pas par les petites annonces. Pour accéder au marché caché de l'emploi, il y a une solution. Pour faire face à des besoins urgents, le recruteur privilégie les pistes internes ou les candidatures spontanées qui ont retenu son attention. C'est pour ça qu'elles doivent être ultra préparées. Présenter ses compétences, c'est bien. Mais n'ayez pas peur de rater une opportunité en précisant le type de poste que vous visez. Le cerveau du recruteur fonctionne par mots-clés. Il se souviendra plus sûrement d'une candidature pour un poste de commercial que pour un job en général. Plus vous êtes carré, plus vous montrez votre motivation pour l'entreprise que vous ciblez. Viser des entreprises susceptibles de vous embaucher n'est pas suffisant. Il faut mener l'enquête. Site internet, relations professionnelles, très spécialisées, cherchez d'abord des informations sur les derniers recrutements ou les annonces de la direction. Nouveau directeur marketing arrivé il y a seulement 8 mois, inutile de candidater pour le poste. Une présidente qui annonce 200 recrutements, foncez. Ensuite, quelle est la philosophie de la boîte, ses caractéristiques, ses mots-clés? Ils vont nourrir l'accroche de votre lettre de motivation et montrer que vous connaissez bien l'entreprise. Un petit conseil encore. Responsable des ressources humaines, chef de service ou directement le boss, peu importe. La bonne personne pour adresser votre candidature, c'est celle qui saura le mieux apprécier vos compétences. Et ça, c'est à vous de la trouver. Et voilà le travail. Grégory sculpte le plastique, l'acier ou encore l'inox. Son métier, technicien d'usinage. Un savoir-faire qu'il a découvert très jeune et qui est aujourd'hui une vraie passion. Sa profession très technique, qui lui demande de maîtriser des outils sophistiqués, est en évolution perpétuelle. Et s'il fallait une raison de plus pour s'y intéresser, elle est aussi très recherchée sur le marché de l'emploi. On fraise, on perce, on coupe, on taraude, on alaise. Je fais l'enlèvement de matière sur tout ce qui est matériaux ferreux, plastique et aluminium. Nous, en usinage, on est sur 2 métiers, le métier de fraiseur, le métier de tourneur. Au niveau fraisage, c'est l'outil qui tourne et niveau tournage, c'est la pièce qui tourne. Moi, je suis technicien d'usinage en fraisage. J'étais pas super élève, donc j'ai fait 2 troisièmes, donc 2 stages de découverte en entreprise, en 2 sociétés d'usinage différentes. Donc ça m'a plu, j'ai croché tout de suite et je me suis orienté après en lycée technique. Ce matin, j'arrive à 5 h, on change, on se met en tenue. J'arrive à mon poste, je pointe, j'ai les consignes de mon double. Parce qu'on travaille en équipe. S'il est en cours de réglage, il fait informer de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Puis moi, je continue l'évolution de la pièce jusqu'à temps de la finir. Et s'il me marque
Tu peux y aller, tu peux appuyer sur le bouton, ça fonctionne. Je sais que je peux appuyer les yeux fermés, ça va fonctionner quoi. On est parti pour 5 pièces. Il faudra contrôler que le foret il ait assez de longueur de coupe. Et puis après, on fait valider le contrôle. Et puis c'est bon. Les pièces, ça peut aller d'une pièce qui fait 10 mm au carré, comme une pièce qui peut faire jusqu'à 2 mètres de long sur 1 mètre sur 1 mètre. Les pièces qu'on fait actuellement, là, on les retrouve dans l'espace et on travaille beaucoup pour l'automobile. Oui, c'est de la fierté. On va dire qu'ils sont à la cote. C'est un peu ma machine. Ouais. On s'entend bien. On s'entend bien. C'est une commande numérique, donc ça passe par un ordi derrière et du coup on y demande des contours, des formes et tout et la machine ne se trompe pas, ça peut nous arriver de faire des erreurs, des fautes de frappe, des fautes de calcul. Si on se foire complet, ça arrive aussi, il n'y a pas de malin. On fait une déclaration d'incident au service contrôle. Ça met les nerfs. Ça met les nerfs. Non mais ça peut arriver quoi, ça peut arriver, il n'y a pas de super-héros quoi. Hello. Bon, tu as eu le temps de travailler un peu pour nous. Dès qu'on passe sur de la pièce avec de la forme en 3D, en 3 dimensions, on est obligé de passer par la FAO, donc on a un service méthode. Donc là, vu que c'est de l'alu, on peut faire l'ébauche finition avec la même fraise. Normalement, on a tout ce qu'il faut dans l'atelier. Au lieu d'avoir un plan papier, eux ont un fichier 3D informatique. Donc eux, il faut qu'ils travaillent dessus pour nous envoyer un usinage assisté par ordinateur en fait. Faut surtout pas démarrer une pièce sans savoir comment on va la finir. On voit la pièce, on dit tiens je vais commencer de ce côté-là et si je commence de ce côté-là, après je peux faire ça. Il faut vraiment anticiper la suite en fait. Ça peut arriver qu'on ait une semaine d'usinage sur la même pièce. Il faut absolument qu'avec son collègue, on la voit de la même manière, de façon à pouvoir la finir de la même manière. Voilà, je suis sur ma machine. Et une machine à 10 mètres ou à 20 mètres, si elle travaille dans des mauvaises conditions, je suis capable de dire qu'il y a un problème. Je vais voir le gars et j'ai dit attention, peut-être que la vitesse de coupe elle est un peu trop élevée ou la profondeur de passe elle est pas assez importante. Mais on arrive à distinguer le bien du mal à l'oreille aussi. Ouais, moi je suis au taquet tout le temps. Quand j'étais au lycée, c'était une filière qui était mal perçue et du coup on a pénurie de personnel et c'est difficile. Je comprends pas que ça n'ait pas bonne presse parce qu'en fait c'est de plus en plus noble on va dire. C'est de moins en moins pénible par rapport à l'image que les gens ont. Le salaire mensuel peut aller de 1400, 1500 € en début de carrière à j'espère plus de 4000 € en fin de carrière. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier, mais ça a évolué à une vitesse folle. Et en fait, au fur et à mesure, on applique les nouvelles consignes des carburiers, des gens qui vendent de l'outillage. Et en fait, on travaille de mieux en mieux et de plus en plus vite. Le fait de pouvoir suivre l'évolution, ça donne vraiment envie de rester. Je vais à des salons, je suis certains forums sur Internet, je regarde pas mal de vidéos. Ça peut donner aussi des exemples, des modèles à dire tiens, c'est vrai que c'est pas bête, on aurait pu faire comme ça. Mais moi, je m'éclate. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché de l'emploi. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. Imaginez que vous êtes réfugié dans un pays dont vous ne connaissez ni les codes ni la langue. Vous avez des diplômes, un vrai savoir-faire, pourtant vos chances d'entrer sur le marché du travail sont minces. L'association Codico a été créée pour répondre à cette problématique qui touche en France près de 40 000 personnes. Notre défi est bien sûr d'accueillir des personnes réfugiées, mais aussi de les accueillir en tant que professionnels et de valoriser leurs compétences et leurs expériences sur notre marché du travail. Codico investit cette dernière marche à franchir, l'insertion professionnelle. Le fonctionnement très original de Codico, c'est le parrainage. Un salarié volontaire accompagne le réfugié dans son processus d'insertion sur le marché du travail français. Baydir, chef d'entreprise, a participé bénévolement à ce programme de co-training.
Codico m'a mis en relation avec Mohamed. Il est arrivé en France de Syrie il y a 18 mois et il poursuit aujourd'hui un master en biométrique en France. Alors on se retrouve 1 à 2 fois par mois pour travailler sur ces démarches. On a commencé de manière très simple par améliorer son CV, écrire une lettre de motivation et initier ses premières candidatures. Alors aujourd'hui le binôme de travail s'est transformé en une amitié assez forte. L'association peut aussi aider le réfugié à trouver une formation complémentaire. Malgré une carrière brillante et des études aux États-Unis, Sassi Senoussi, data analyst, a dû faire appel à Codico pour se préparer à la recherche d'un travail en France. C'est pas facile pour trouver un travail directement parce que les statistiques et les data analysts ont besoin de parler bien français et écrire bien français. Nous sommes maintenant dans un programme pour améliorer le français et pour découvrir le domaine de l'informatique. Qui peut bénéficier de l'aide de Codico? La réponse de Cécile Pierrat, présidente de l'association. Nous accompagnons des personnes ayant obtenu le statut réfugié ou la protection subsidiaire. Nous privilégions les personnes qui ont un diplôme et une expérience dans le pays d'origine parce que nous voulons valoriser l'acquis. Rejoignez-nous sur codico.fr. Si vous souhaitez contacter Codico ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les rendez-vous, événements et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. Vous faites partie de cette tranche de la population active qui cumule le plus de difficultés pour trouver un emploi? Dédié aux seniors, le forum Transition Professionnelle est ouvert à tous sans inscription. Il propose en plus de l'espace recrutement, des conférences, des accompagnements personnalisés ou encore des formations dispensées sur place. Plus de 80 recruteurs potentiels ont déjà répondu présent. L'événement se tiendra le 21 mai à Paris avec la volonté affichée de faire évoluer les mentalités. Après s'être déplacé partout en France tout au long de l'année, le salon dédié à l'emploi organisé par Job Rencontre s'arrête dans la capitale le jeudi 6 juin. Cette 20e édition parisienne réunit de grandes entreprises dans différents secteurs. Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, venez découvrir les nombreux postes proposés de commercial à ingénieur en passant par conseiller immobilier ou encore technicien. Participez au job dating rapide et efficace pour intensifier votre champ d'action. Munis de votre CV, ils seront l'occasion d'échanger directement avec les recruteurs et d'envisager tous les possibles. Des invitations gratuites sont à télécharger sur jobrencontre.fr. Jeunes d'avenir, c'est le salon pour la nouvelle génération avec 2 espaces bien distincts pour 2 fois plus de chances de s'épanouir professionnellement. Le stand des recruteurs vous donnera des pistes et des conseils pour bien préparer vos entretiens. Pour les offres, il faudra se rendre sur les espaces emploi avec une nouveauté, des bornes à disposition pour scruter les offres labellisées Jeunes d'avenir. Pour tirer le meilleur parti de ce nouvel outil, des conseillers vous aideront à formuler la candidature optimale. Il ne vous reste qu'à bien noter la date, le 6 juin. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.